les cycles de travail auxquels je fais référence, ça va encore plus loin. C'est que non seulement on time le temps. D'ailleurs, il y a eu une énorme promo, il y a eu tous les influenceurs à Paris qui ont eu des invitations, on avait des Pikachu géants et tout ça en peluche. Et je pensais qu'il y en aurait à Lyon et il n'y en avait pas, donc j'étais quand même très triste. Et finalement, je suis resté un match de plus pour être dans son équipe et parler avec lui. Et alors, il joue bien ? Il est meilleur sur YouTube. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. Bienvenue sur Systemator, le podcast des créatifs qui veulent bouffer autre chose que des pâtes. Nous sommes Seb et Wesley. Salut Wesley. Yo Seb, comment ça va ? Ça va très bien. Bienvenue dans ce premier épisode de Systemator. Alors, en premier lieu, on va d'abord présenter un petit peu ce podcast. Pourquoi ce podcast, mon cher Wesley ? Ce podcast, c'est très simple. Il est parti du constat que Sébastien et moi avons eu, qui est qu'il y a énormément de contenu sur le web. Et ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est pas ingurgiter plus de contenu, mais c'est la capacité à l'appliquer. Et la deuxième chose, c'est en tant que créatif, on a tendance à partir un peu dans tous les sens. C'est une force et une faiblesse. Et justement, je pense qu'on a envie de créer le contenu dont on a le plus besoin, Seb et moi, à savoir un contenu sur comment créer un système qui fonctionne pour nous mener vers nos objectifs dans la vie, et notamment dans nos projets artistiques et entrepreneuriaux. Voilà, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'avec Wesley, on se connaît depuis peut-être 1 an et demi maintenant, et on avait envie de créer quelque chose ensemble, de créer... voilà, on avait envie de créer quelque chose, un podcast notamment, et on s'est dit, bon, sur quoi ça va porter, de quoi on va parler. Et au début, l'idée qui était venue, c'était un peu de faire... voilà, si on avait parlé de nos anciens nous, qu'est-ce qu'on leur aurait dit, qu'est-ce qu'on leur aurait transmis comme info. Et au final, bon, on a un peu dévié, on a un peu discuté là-dessus. Et c'est vrai que notre point commun, comme tu l'as dit, c'est qu'on est tous les deux des créatifs. Toi, Wesley, tu fais de la musique depuis pas mal d'années, tu fais aussi de la rédaction. Absolument, je fais les deux depuis 10 ans à peu près. J'ai commencé la musique en 2008-2009. Et la rédaction web, j'ai fait ça... J'ai commencé à peu près en même temps sur la fin de mes études. Pendant mes études, j'ai fait un master marketing et vente et j'ai commencé à rédiger à ce moment-là et ça ne m'a jamais vraiment quitté. Voilà, donc création de contenu à fond. Ensuite, j'ai lancé un podcast. J'ai également un projet de documentaire. Il y a plein de choses dont, d'ailleurs, tu fais partie aussi, Seb. Yes. The Explorer. Et toi, de ton côté, tu as créé beaucoup de choses depuis très jeune aussi. Ouais, moi, j'ai tenu une caméra avec ma sœur quand j'avais 6 ans, peut-être quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait de la vidéo depuis très très longtemps. Par exemple, je sais que ma sœur devait partir en école d'audiovisuel à une époque. Et du coup, mes parents avaient acheté une caméra un peu familiale et tout ça, un peu semi-pro, tu vois, un truc vraiment bien. C'est une qualité toute pourrie aujourd'hui, tu vois, sans doute, mais voilà. Et du coup, vu que ma sœur n'est pas partie en audiovisuel, c'est moi qui l'ai utilisé. Et j'ai commencé à faire des petits sketchs avec des potes que j'ai mis en ligne sur Dailymotion. Ça date de 2007. YouTube existait depuis 2 ans. Voilà, et puis j'ai continué à faire des vidéos depuis. Et j'ai fait, je pense, à peu près plus de 1000 vidéos depuis ces dernières années. Et j'ai également fait des podcasts, je fais de l'écrit. Donc voilà, en fait, on a cette particularité de faire plein de contenus différents, d'avoir essayé plein de choses, d'être très curieux, je pense, Wesley et moi. Et c'est vrai qu'on a ces discussions qui reviennent tout le temps sur la créativité, sur les habitudes, sur comment développer ça, parce que c'est pas tout de créer des choses, faut aussi les promouvoir. Et autant, Wesley, toi, ton orientation professionnelle, tu t'es orienté sur quelque chose de très artistique en termes sur la musique. Moi, c'est plus, on va dire... faire du contenu pour créer un business derrière, avoir des produits à vendre, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, il y a quand même beaucoup de choses qui se rejoignent. Et même si on est un peu artiste, on a quand même besoin de faire sa promo, on a quand même besoin de parler de soi. Et c'est souvent quelque chose qui rebute un peu. Et même quand on fait du business aussi, c'est la même problématique. C'est-à-dire qu'on se confronte à plein de blocages internes, plein de questionnements, plein d'envie de faire plein de choses et en même temps ce besoin de se reconcentrer en fait sur les bonnes choses.
Se recentrer sur l'essentiel, exactement. Et même dans le processus créatif intrinsèque, c'est important d'avoir une structure. J'aime bien l'idée, moi, de la métaphore de commencer sa toile en mettant des couleurs un peu partout, un petit peu comme on le sent, mais ensuite on va structurer les choses et on va organiser l'œuvre pour que ça ressemble à quelque chose qui nous plaît et que ça fonctionne, quoi. Donc il y a les deux parties, mais même dans la création en elle-même, c'est important d'être organisé. Bah voilà, si tu veux, moi je prépare un album là par exemple pour l'automne 2019, septembre ou octobre. C'est important d'être organisé si je veux, j'imagine, préparer encore 8 morceaux, il m'en manque encore à peu près 8. Ça veut dire quoi, un morceau toutes les 2 semaines en moyenne. Donc si je ne me donne pas le temps dans mon agenda de faire cette musique-là, et si j'ai pas un minimum, un protocole en me disant ok, telle étape check, ok, la voix c'est check, les fréquences c'est ok, la compression c'est ok, le mastering c'est ok, ben je pars dans tous les sens encore une fois. Et après, d'ailleurs, aussi en plus la promo. Et d'ailleurs, c'est intéressant comment tu fixes ta date justement. Parce que tu dis, j'ai envie de faire cet album, que tel album sorte à tel moment. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets de manière totalement arbitraire? Moi, j'essaie de faire ça sur certains contenus. Par exemple, je me dis que j'ai un deuxième podcast, 112 ventes, sur lequel je parle de marketing, de vente, technique de vente. Et je sais qu'à partir du moment où je fonctionne par saison, et à partir du moment où j'ai publié l'épisode 1, derrière, il faut que je publie l'épisode 2, 3, 4, 5, une fois par semaine. Et donc, j'ai un certain rythme à fournir. Mais c'est quelque chose que je m'impose moi? Est-ce que toi, c'est un peu pareil? Ou est-ce que tu as des contraintes au niveau de la date de sortie? Non, c'est moi qui me l'impose. Et aussi, je sais que la rentrée, c'est une très bonne période de l'année pour sortir un album. Donc, c'est un peu des deux. Et puis, c'est en moi depuis longtemps. J'ai besoin de le sortir. Tu sais, comme tu as besoin de créer quelque chose, tu as besoin de le... J'allais dire presque de le vomir, désolé pour l'expression, mais joliment, tu vois ce que je veux dire. Mais, ouais, oui, mais l'idée, c'est vraiment... Il faut que ça sorte, quoi. Et donc, il y a déjà ça. Et puis, deuxièmement, le fait de se fixer une date et d'avoir un rétro-planning, ça nous oblige à structurer les choses et à créer et à réellement avancer. Si tu n'as pas de date butoir, c'est pas forcément la date butoir de sortie, mais la date butoir au moins de dire, OK, à tel moment, j'ai envie d'avoir fini X création. C'est encore une fois essentiel, quoi. Ouais, c'est ça, sinon tu peux passer encore des années à faire dire ouais, je vais sortir un album et au final jamais le faire, quoi, presque. Bah, quand t'es prêt, moi ça fait 10 ans que je fais de la musique, aujourd'hui je sens que c'est suffisamment mûr, ma patte musicale, autant sur le plan technique que sur le plan créatif, et voilà, c'est un peu les goûts et les couleurs, mais je sens que c'est suffisamment mûr pour sortir un album. Mais c'est sûr que si j'avais voulu sortir un album en 2012, ça aurait pas été... c'est pas la même question non plus. Ouais. Donc c'est... Ok. Voilà. Ben voilà, en tout cas, voilà, on s'est un petit peu garé, mais voilà de quoi on va parler dans Systemator. On va parler un petit peu de tous ces processus, de toutes les idées qui nous passent par la tête à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on les gère? On parlera aussi, on partagera ce qu'on apprend, ce qu'on vit un petit peu au jour le jour, parce qu'on va essayer de sortir ça tous les lundis. Comme ça, lorsque vous reprendrez votre semaine, que ce soit dans la joie ou la bonne humeur ou la détresse, si vous êtes peut-être dans une situation qui ne vous plaît pas pour le moment, eh ben, vous aurez votre dose d'inspiration à ce niveau-là. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment quelque chose d'interactif, où vous puissiez un petit peu vous faire vos retours aussi, qu'on puisse vous connaître ou autre, et on mettra des outils en place pour ça dans les semaines à venir. On va passer à notre sujet du jour. Avant ça, si c'est une émission qui vous intéresse, faut savoir que nous, c'est un test avant tout. On va tester cette émission pendant plusieurs semaines. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de soutenir l'émission, eh bien, la meilleure façon de le faire, c'est de nous mettre une évaluation sur iTunes à 5 étoiles. Ça va nous permettre de nous faire connaître, d'être dans les recommandations d'iTunes et d'attirer de nouveaux auditeurs. Donc, c'est la meilleure façon que vous puissiez faire pour nous aider. Donc, n'hésitez pas, ce serait top. On va passer à notre sujet du jour maintenant. Wesley, tu voulais nous parler de pourquoi c'est important finalement d'avoir un système quand on est créatif. C'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser.
il y a ce mythe un peu, tu sais, de l'artiste un peu qui va créer quand il est inspiré, c'est-à-dire qu'il se lève le matin et puis soit il se lève du côté droit de son lit, soit il se lève du côté gauche, et t'as un côté, c'est ok, je me sens inspiré, j'ai les bonnes vibes, je vais aller me mettre à créer tout de suite, ou alors, bah non, aujourd'hui je le sens pas, j'ai pas trop d'idées, du coup, bah je fais pas. On est très nombreux à penser ça, et d'ailleurs c'est un mythe finalement qui est un peu rentré dans l'esprit collectif, et en fait... ce qu'on remarque, c'est que la plupart des vrais artistes, quand je parle de vrais artistes, c'est vraiment ceux qui en vivent. Les professionnels, hein. Voilà, ça, les professionnels, bah, c'est des professionnels, quoi. C'est-à-dire que ils ne créent pas quand ils sont inspirés, ils forcent presque l'inspiration. Absolument, et il y en a qui poussent à l'admiration. J'ai envie de dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, comme le dit cette citation de, je crois que c'est Stephen King, l'auteur, je suis inspiré tous les matins à 8h30 quand je suis assis à mon bureau. Voilà, comme par magie, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire avoir un système, avoir une structure, avoir des habitudes et être régulier dans son effort. Et c'est comme ça qu'on réussit. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que tout est système. Je ne vais pas rentrer dans un discours trop... philosophico-ésotérique, mais si on regarde la manière dont tout fonctionne autour de nous, à commencer par la nature, tout est très bien organisé, tout est parfaitement organisé même. Et je crois que, tu vois, quand on parle des créations, que ce soit les créations de Dieu ou créations de la nature, peu importe les croyances de chacun, ou les non-croyances, la notion de création, le concept de création et le concept de science ou de système, de structure, d'organisation ne font qu'un. Ces deux notions-là se rejoignent quelque part. Notre corps humain, par exemple, est très très bien fait. Et on digère sans s'en rendre compte, on respire sans s'en rendre compte. Le plus souvent, on n'est pas conscient de ça. Notre cœur bat, on n'a pas besoin d'y penser, tu vois. Donc, c'est déjà en place. Et finalement, penser qu'on peut... créer des œuvres incroyables sans système, bah, c'est un peu se mettre le doigt dans l'œil. Ça fait mal. Ça fait mal. Et on va pas dans la bonne direction. La différence entre les êtres humains et toutes les autres espèces de la nature, c'est que nous, on a le choix de faire les choses. Un arbre, un séquoia qui va, je sais pas combien mesure un séquoia, mais plusieurs dizaines de mètres ou centaines de mètres, il va pas se dire si j'arrêtais à la moitié ou si j'étais juste un petit bonsaï, j'ai la flemme. Un être humain, il a ce choix-là. Et finalement, c'est la plus belle chose qui nous soit donnée, mais également la plus grande contrainte. Et le système, si tu veux, dans la nature, il est en place par défaut. C'est ce qu'on appelle, c'est l'inné. Un animal, voilà, ton chat par exemple qui est là, il a faim, bah, il va demander à manger, point quoi. Ouais. Mais nous, on sait qu'on peut contrôler ça, on peut jeûner, on peut se priver de sommeil, et on peut également se dire, ok, je vais faire ça de ma vie, ou je vais me laisser flotter sur le côté. Donc, c'est important de, encore une fois, créer un système pour avancer de manière régulière vers ses objectifs. On l'a remarqué, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que quand tu me parlais de tes plans de 90 jours, par exemple, l'autre fois, Yep. Quand on sort de ça, c'est très difficile d'y revenir. Ouais, tout à fait. En fait, il y a vraiment des moments où... en fait, je constate vraiment deux phases dans mon boulot créatif. Alors, il faut savoir que dans mon cas, c'est un peu compliqué puisque j'alterne entre des phases où... vraiment des phases d'immersion. C'est-à-dire qu'il y a des phases de ma vie où je vais être à fond concentré sur mon site 112 ventes, et des phases où je vais faire de la prestation parce qu'il faut bouffer ou que j'ai envie de faire d'autres choses. Et il y a vraiment ce truc... par exemple, je vais dévier un peu, mais j'ai un ami qui faisait avant les Beaux-Arts, et à la fin des Beaux-Arts, il devait choisir s'il devait se spécialiser en photo ou en vidéo. C'était vraiment ses deux intérêts. Et je lui disais, ah mais du coup, c'est dur, comment est-ce que tu choisis, comment est-ce que tu vas faire pour choisir ou autre. Il me dit, bah, il y a des jours je suis plus inspiré par la vidéo, des jours je suis plus inspiré par la photo, quoi. Et moi, c'est un peu ça, quoi. Il y a des jours où je vais être saoulé de faire de la vidéo, on va dire, pour des clients, et d'autres jours où j'ai vraiment envie d'en faire, de m'améliorer, et j'essaie de jongler avec ça. Et puis, il y a des jours aussi où on a envie de se dire, ok, j'ai envie d'avoir, entre guillemets, une vraie boîte, où j'ai des clients, où
il faut que je les satisfasse, etc. Et voilà. Et du coup, en fait, il y a vraiment ce truc où les deux sont difficilement compatibles ensemble si tu les organises pas de cette façon-là, en fait. C'est-à-dire que si tu veux faire de la création, il faut que tu aies un temps dédié total à cette création où tu ne penses qu'à ça, où tu n'es pas interrompu. Versus quand tu as des clients où finalement on peut t'appeler n'importe quand, il faut que tu sois disponible parce que ton service client est important, etc. etc. Ton client attend de toi. D'ailleurs, c'est un peu, on pourra en parler dans un autre épisode, mais c'est un peu ce truc, tu vois, où les gens disent ouais, t'es ton propre patron, mais c'est totalement faux en fait. T'as 1000 patrons. T'es ton propre esclave. C'est ça, mais en fait, Là, tes clients finalement, c'est tes patrons et ils peuvent demander bien plus presque que quand t'es employé finalement. Et donc, t'as vraiment ce truc où si tu n'imbriques pas les deux, que tu penses pas les deux ensemble, c'est très difficile de faire les deux. Et j'ai eu des phases où j'étais vraiment à concentrer et j'arrivais à avoir une espèce de routine parfaite pour créer. Et j'ai eu des très bons résultats en quelques mois. Plus de résultats en quelques mois que sur plusieurs années d'ailleurs. Et à l'inverse, c'est quelque chose où tu te dis c'est bon, c'est acquis presque en fait, et tu te rends compte que quelque chose qui casserait cette routine-là fait que tu te retrouves bloqué là-dessus, que tu casses la routine parce que tu as autre chose à faire. Et ouais, donc toujours continuer de pédaler pour avancer. Je l'ai remarqué également dans la musique, que ce soit dans la composition ou dans la promotion. À un moment donné, sur Spotify, j'allais contacter des playlisteurs qui avaient créé des grosses playlists avec beaucoup d'abonnés et donc beaucoup de visibilité potentielle. Et voilà, j'en avais contacté une centaine, j'avais eu des bons résultats, j'ai un morceau qui a fait plus de 20 000 écoutes grâce à ça. Mais je me suis arrêté de le faire, tu vois. Et là, il est vraiment temps que je reprenne, mais parce qu'il y a tellement de choses à faire en parallèle qui sont plus, entre guillemets, importantes les unes que les autres, et ben malheureusement, on laisse tomber ce qui avait jadis si bien marché. Alors que l'idée, c'est juste de, comme le dit l'expression anglaise, double down, c'est-à-dire redouble d'efforts sur ce qui marche déjà. C'est ça, finalement. Quand tu trouves une piste, l'idée, c'est de creuser, tu vois ce que je veux dire. Tu ratisses large dans le désert pour trouver une source d'eau, un oasis, un puits. Mais une fois que tu as trouvé, tu vas pas continuer à partir à droite à gauche, tu vas rester sur ce point-là et tu vas creuser en profondeur. C'est un peu la même idée. Et ça, c'est assez difficile justement de rester en plus constant dessus parce que par exemple, tu donnais une stratégie tout à l'heure de contacter des playlisters pour avoir des écoutes et que ça a marché pour un de tes morceaux. Mais derrière, ça peut rentrer en conflit avec d'autres stratégies que tu pourrais développer par la suite. Tu réfléchis tout le temps à ton projet, il est tout le temps là, tu y penses tout le temps, tous les jours. Moi, personnellement, il n'y a pas 30 minutes de ma vie que je passe sans penser à mon business ou à la création une prochaine création ou autre. T'as ce truc où, si je faisais ça, si je faisais tel truc, ou j'ai regardé telle vidéo qui m'a donné telle idée, et du coup, tu te retrouves un peu dans cette spirale où tu dis, ouais, en fait... la playlister, ça a marché, mais je pourrais tester autre chose, je pourrais faire telle chose, peut-être faire une reprise, ou peut-être contacter, faire des featuring, ou faire telle ou telle chose. Je ne sais pas comment tu gères ça là-dessus, toi, par exemple. Ouais, c'est une très bonne question, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions en une, mais effectivement, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le syndrome de... Je ne sais plus ce que j'avais vu, Shiny Object Syndrome. Le syndrome de l'objet brillant, ouais. Et un petit peu on peut dire the next thing syndrome, c'est-à-dire vouloir toujours chercher la prochaine chose, le prochain truc qui va marcher mieux. Donc il y a ça clairement, je sais même pas si j'ai besoin de l'expliciter, ça me paraît clair. Surtout dans un monde où on est ultra exposé au contenu sur le web, que ce soit YouTube, que ce soit sur Google, Facebook et autres réseaux sociaux. Et donc on est beaucoup plus distrait qu'avant. Ouais. Vraiment, c'est facile d'être distrait. Et c'est facile de diluer son énergie et sa concentration. Donc je dirais que ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est que on a tendance à confondre succès et célébrité. C'est-à-dire qu'avoir beaucoup d'écoute sur Spotify, sachant que je gagne un certain pourcentage par stream, un certain montant, mais qui est minime,
ça va me faire gagner un peu d'argent, mais finalement, je dis pas que c'est pas une bonne stratégie de contacter des playlisteurs dans mon cas, ou pour vous qui écoutez le podcast, si vous êtes musicien ou autre et que vous voulez gagner en exposition, mais il y a des choses qui sont qui vont être moins visibles, la partie immergée de l'iceberg, et qui vont peut-être pas donner des résultats tout de suite, où on va se dire ok, j'ai pas assez X écoute, mais en revanche vous allez construire un système qui va être solide. Par exemple, on en parle beaucoup, vous en avez sûrement déjà entendu parler, capturer des adresses email, ça a une valeur sur le long terme, parce que justement on va pouvoir recontacter ces gens ensuite et éventuellement leur vendre quelque chose, ou en tout cas apprendre à les connaître, apprendre à connaître son audience. Pour enchaîner là-dessus, j'ai une belle métaphore d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui on est face à un océan de contenu, mais que c'est pas la clé, le contenu en lui-même, c'est l'organisation du contenu. Quand tu payes, Seb, tu l'as jamais fait, mais peut-être, je sais pas, plusieurs milliers d'euros pour une école de commerce ou pour une formation, ce que tu payes, c'est pas le contenu en soi uniquement. Je dis pas que tu peux pas trouver du contenu original et unique et hyper qualitatif là-bas, mais c'est surtout le fait qu'il soit organisé pour te nourrir de la manière la plus optimale possible. Le fait que tu sois cadré, en fait. C'est exactement ça. C'est comme quelqu'un qui va venir chez toi cuisiner. Tu vois ce que je veux dire? Il va aller au magasin acheter des choses. C'est ça la différence. J'ai travaillé dans mes études, j'ai fait de l'alternance et j'ai travaillé à Bellecour École, qui est une école à Lyon d'art, de jeux vidéo, de 3D, etc. Et en fait, bon, c'est discutable. On fera un épisode, je pense, dessus sur les études, et notamment les études privées ou autres. Mais ce que j'ai trouvé intéressant là-bas, et j'ai trouvé un intérêt finalement, ou que je comprends pourquoi les gens payent pour ce type d'école-là, c'est qu'en fait, pour la partie jeux vidéo, tu es vraiment dans un écosystème propice à ça. C'est-à-dire qu'en gros, dans le jeu vidéo, c'est un métier très intéressant, parce qu'en fait, tous les gens qui sont dans ce milieu-là, ils connaissent à peu près les métiers des uns et des autres. Quand je dis ils connaissent, on va dire, des fondamentaux, ils connaissent des grands principes qui leur permettent de communiquer ensemble, de travailler ensemble. Et donc, par exemple, si tu es un étudiant, par exemple, en game design, donc tu vas créer des règles d'un jeu vidéo, et ben, tu as besoin d'avoir des artistes qui vont te créer des images, des décors, des personnages, etc. Tu as besoin de gens pour les modéliser, des 3D, des personnes qui sont fortes en 3D. Dans la 3D, tu as encore plein de sous-métiers. Tu as des gens qui vont juste gérer les lumières, tu as des gens qui vont juste gérer les paysages, juste gérer les personnages. Il y avait un jeu sur Batman, Batman Arkham City, quelque chose comme ça. Et il y a un gars, il a été embauché, je crois, pendant 1 an, il a designé la cape de Batman, quoi. Genre tous les effets et tout. Enfin, t'imagines le taf de fou, quoi. Et du coup, effectivement, c'est ce que finalement, ce que tu payes, l'intérêt que tu as, c'est que tu vas sortir de cette école avec une certaine expérience parce que tu as gravité dans cet écosystème. Alors après, bon, c'est des étudiants, c'est pas parfait, etc. Mais globalement, tu sais travailler avec les uns et les autres. Et c'est ça qui est finalement intéressant, au-delà juste des compétences. Parce qu'aujourd'hui, les compétences, déjà en français, tu as énormément de contenu. Et en plus, si tu parles anglais, franchement, tu as accès à tout. La connaissance, c'est vraiment une commodité, quoi. Tu peux trouver tout ce que tu veux et presque à n'importe quel prix, finalement. Tu peux quasiment apprendre à piloter un avion théoriquement sur YouTube. Tu peux quasiment apprendre à, même, je pense, plus facilement piloter l'avion, lancer ta boîte, créer ton entreprise sur YouTube, trouver une idée à peu près et tout. Mais ça, encore une fois, ça reste du contenu. Et pour revenir à la métaphore que je voulais faire, c'est que le contenu, il y en a vraiment partout. On fait même parfois un peu des overdoses de contenu. En tout cas, pour ma part, ça m'est arrivé. Et c'est un peu le carburant. C'est l'équivalent du carburant pour un moteur. Et c'est pas ce qui manque. Il y a des carburants différents qui vont avoir des propriétés différentes. Ok, celui-là, il est comme ci, il est comme ça. Il va permettre de rouler sur des surfaces lisses ou rugueuses ou en montée ou en descente. Mais ce dont on a le plus besoin aujourd'hui dans ce monde, c'est de réservoirs. C'est de réservoirs. Et quand je dis réservoir, c'est l'image, mais de toute la mécanique qui va permettre d'ingurgiter ce carburant et de faire avancer la voiture. Et c'est ça la clé, encore une fois. C'est comment je vais créer un système pour recevoir le contenu
que j'ingurgite pour pouvoir le digérer et pour pouvoir le transformer en énergie, exactement comme le corps humain. Je reviens à mon parallèle précédent. Et c'est la vocation de ce podcast, hein, Systémator, c'est de remettre le système au cœur, pas forcément au cœur des choses, mais redonner son importance, parce qu'on a tendance à oublier ça. On nous dit toujours, ah ouais, il faut créer des habitudes, tu peux faire ça. Je pense que globalement, le développement personnel a quand même fait une belle progression ces dernières années, où on va vers quelque chose de plus authentique. J'ai presque envie de mettre des guillemets, parce qu'on entend même parler de marketing authentique. On se dit, ça veut dire que toutes ces années-là, vous nous avez mis des quenelles, enfin on sait pas trop. Mais plus sérieusement, je sens qu'on tend vers ça, tu vois, l'authenticité, on le voit avec toutes les questions environnementales, faire le bien autour de soi. Ça a toujours existé, mais on sent que aujourd'hui, l'accès à la connaissance, il est plus développé que jamais. Il y a des grosses conneries sur le web, évidemment, mais il y a des choses aussi fantastiques. Et je sens qu'il y a une espèce de sagesse qui est en train d'émerger dans le monde. On prend conscience, en fait, de la grandeur, de la complexité de notre monde, et aussi les ressources limitées, et le fait que on sait ce qui se passe à l'autre bout du monde, et s'il y a des guerres ou s'il y a des manifestations ou des choses qui vont mal. Et pour pas trop digresser, pour en revenir à notre notion de système, c'est justement, une fois qu'on est conscient de ça, c'est pas tout de l'être, justement. On est hyper informé. Tu peux avoir regardé une super vidéo sur YouTube et t'as la pêche et t'es trop content. Tu dis, ah ouais, c'est trop cool. Si je fais ça, je vais tout niquer, entre guillemets. Ouais. Et en réalité, le lendemain, rien n'a changé. Et ça, le coaching, tu connais un peu Seb, moi j'ai déjà été coaché 2 fois dans ma vie. Ça fait une grande différence. C'est parmi les choses qui m'ont le plus transformé. Tu vois, le coaching, l'environnement aussi, être entouré de personnes qui avancent, à qui tu vas rendre des comptes en toute bienveillance et vice-versa. Et c'est là qu'on est dans l'application des choses réelles. Le contenu, c'est pas un souci. Tu vois, le contenu, savoir quoi lancer, le carburant, c'est pas un souci. Mais avoir un bon système, ça, c'est pas juste dans les livres, c'est vraiment tous les jours. Et c'est ce qui va vous permettre d'être meilleur, justement, parce que justement, ingurgiter du contenu vous permet de développer vos connaissances. Mais derrière, le fait de le réutiliser, de le ressortir, c'est ce qui vous permet d'améliorer le fond de ce que vous faites. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, parce que là, on en a parlé pas mal de choses peut-être un peu philosophiques. Si on rentre vraiment dans le concret, comment ça se matérialise un système, en fait? Qu'est-ce que c'est réellement quand tu crées quelque chose, comment dans la vie de tous les jours, en quelque sorte, ça se met en place? Ouais, très concrètement, Seb, j'ai remarqué dans ma vie récemment que l'application de certains protocoles a eu des résultats sans précédent. Concrètement, la mise en place de ce qu'on appelle des cycles de travail. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la méthode Pomodoro, mais ça consiste à mettre un timer, par exemple de 25 minutes, et faire une pause de 5 minutes à la fin de ce timer, et enchaîner comme ça plusieurs cycles. Les cycles de travail auxquels je fais référence, ça va encore plus loin. C'est que non seulement on time le temps, on a un créneau défini, oui. Mais en plus, on va mesurer ce qu'on a fait. On va dire, ok, est-ce que j'ai atteint mon micro-objectif ? Si je ne l'ai pas atteint, pourquoi ? Est-ce que j'ai fait face à des distractions ? Quel est mon niveau d'énergie ? Quel est mon niveau de morale ? Et qu'est-ce que je peux améliorer pour le prochain cycle ? Et ensuite, on va préparer le prochain cycle. Et depuis que je travaille comme ça, en travaillant autant, voire moins, en tout cas, on va dire à somme de travail égale, je vais beaucoup plus vite. Parce que ma journée, elle est segmentée. Et c'est beaucoup plus facile aussi de m'y mettre, parce que je me dis, allez, au pire, je fais juste un cycle. Déjà, j'aurais fait un petit bout de ma journée, tu vois. Ouais. Un peu comme quand tu complètes un formulaire et qu'on te dit, ok, vous avez déjà complété 25%. C'est encourageant. Bon, s'il n'y a pas trop de pages. Alors, concrètement, du coup, donc, en gros, un cycle, c'est combien de temps au total ? Les cycles que je mets en place, moi, c'est 30 minutes de travail et 10 minutes de pause. Et dans les 10 minutes de pause, il y a à peu près 1 ou 2 minutes ou 3 minutes de review et préparation du cycle suivant. Ce que je fais ensuite, systématiquement, c'est que je me lève et je vais faire quelques étirements, ou voilà, je vais vaquer à autre chose. Et ça permet
de faire un break et de revenir très frais pour le prochain cycle. Et le prochain cycle, je vais également mentionner comment, spécifiquement, précisément, je vais le commencer. Par exemple, aller sur tel Google Doc et je vais même mettre le lien. Comme ça, je vais juste avoir à cliquer et je vais aller sur le Google Doc. Et de cette manière-là, je vais éviter ce qu'on appelle les temps tampons. C'est typiquement lorsqu'on a cette envie d'aller sur Facebook alors qu'on devrait travailler. Et là, c'est plus facile pour moi de ne pas dévier, de rester dans la trajectoire en me disant ok, je reviens là, je suis face à mon écran, ok, next step, j'ai ça exactement, parce que je me facilite la tâche. Un peu comme on va préparer ses chaussures, ses chaussettes, son dossard, son short pour aller courir le matin à côté du lit, tu vois. Ouais, tout à fait. Et du coup, donc en fait, tu suis ça sur un tableur où en gros c'est ça, tu mets toutes les informations, tu mets tes liens. Et effectivement, c'est malin parce que du coup, ça évite de se prendre la tête, de devoir retourner. Moi, c'est souvent que je vais j'arrive sur mon Google Drive, je suis en mode qu'est-ce que je t'ai venu chercher déjà. Et j'ai développé un tel niveau depuis plusieurs années que quand j'ouvre un onglet sur Internet, mes doigts commencent à taper automatiquement en mode YouTube. Je vais aller sur YouTube. C'est pas YouPorn. Hein. Non, c'est YouTube. Bon, oui. Mais du coup, c'est terrible, quoi. Genre, à chaque fois que j'ouvre un nouvel onglet, je commence à taper les lettres pour commencer YouTube et je me retrouve sur YouTube. Maintenant, j'ai bloqué le feed d'actualité, donc du coup, j'ai plus les infos, les nouvelles vidéos, parce que sinon, c'est horrible. Ils sont trop forts pour capter ton attention et derrière, tu regardes une vidéo de 20 minutes, puis après, tu as une autre d'1 heure, et puis après, une autre de 20 minutes. C'est un peu le mal du siècle. Moi, c'est plutôt les lettres FAC, tu vois, Facebook. Mais le focus, c'est la non-distraction. Donc, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut mettre en place pour éliminer ces distractions, c'est bon pour le focus. Donc le mode avion, les cycles de travail. Mais du coup, moi, c'est un peu le truc que je me pose la question avec ces cycles-là. Moi, je sais que quand je crée, il m'arrive des fois de passer 1h30 sans lever la tête parce que je suis vraiment dans le flow, quoi. Je suis à fond. Vraiment, je crée, j'écris ou autre. Et j'aime bien me lever et me dire, ok, c'est bon, j'ai fini le truc. Le truc, c'est que du coup, quand tu crées et que tu as cette interruption au bout de 30 minutes, même si tu es dans le flow, toi, tu t'arrêtes forcément dans tous les cas? Non. Alors, non, je le fais pas religieusement. Et d'ailleurs, le fait de me lever, idéalement, ouais, c'est pour le podcast, faire, mais en fait... En fait, non. En fait, j'ai aucun système dans la vie. Non, c'est le fait de me lever. Je le fais pas systématiquement, mais... J'essaie de le faire parce que je sais que c'est important. J'ai un pote, Monique, tu connais aussi, qui lui le fait et c'est important de te lever parce que aussi physiquement, tu as besoin d'être en mouvement et de ne pas rester assis toute la journée. Mais lorsque je compose de la musique, c'est pas la même chose que lorsque je travaille pour un client. Lorsque je vais bosser pour un client, je vais vraiment segmenter mon temps comme ça. Lorsque je fais de la musique, je vais avoir tendance plutôt effectivement à bosser pendant... peut-être 1 heure, 1h30, 2 heures d'affilée sur le même morceau parce que j'ai besoin d'être immergé dans le truc. Là, c'est différent. En revanche, et là, je vais aller plus loin, en plus des cycles de travail, j'utilise un outil magnifique qui s'appelle Toggl, qui me permet de traquer, de suivre tout mon temps. Et dès que je vais passer à une nouvelle tâche, je vais la catégoriser dans Toggl avec l'étiquette correspondante, la couleur correspondante. Et de cette manière-là, à la fin de ma semaine, je sais exactement combien d'heures, combien de minutes j'ai passé à composer de la musique, à promouvoir ma musique, à bosser pour mes clients, à faire de l'acquisition de clients éventuellement, voire d'autres choses. Bon là, je reste pour l'instant à ces compartiments-là. Mais l'idée, c'est de ne pas se retrouver à la fin de la semaine ou à la fin de la journée en se disant « Mon temps m'a filé entre les doigts, où est-ce que c'est passé tout ça ?» Ça, c'est très frustrant. Ouais, tout à fait. Et l'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, avoir les données, utiliser les données et la technologie en notre faveur et non pas contre nous en étant toujours attiré par ces distractions. C'est quelque chose dont on parlera aussi dans ce podcast. On vous donnera pas mal d'outils technologiques, d'où le nom Systemator aussi, cette idée de machine, parce qu'on peut vraiment s'aider de la technologie pour avancer. Aujourd'hui, c'est fou le nombre de choses qu'on peut faire et que beaucoup de gens ignorent finalement à ce sujet-là. Et c'est incroyable et c'est accessible. Moi, en termes de système, j'ai peut-être un autre exemple un peu différent du tien. Récemment, au mois de décembre, on a lancé un fan site sur un jeu vidéo, sur le jeu vidéo Hytale.
Pour ceux qui connaissent Minecraft, c'est un petit peu la même chose. Minecraft, c'est le deuxième jeu le plus vendu du monde. T'as Tetris qui est toujours indétrônable, mais Minecraft reste là. Et Hytale a été créé par une des plus grosses communautés sur ce jeu-là. Leur trailer a fait 47 millions de vues, quelque chose comme ça, en 3-4 mois. Et nous, on a lancé un site qui s'appelle hytelefr.com, sur lequel, c'est un site de communauté française, quoi, en quelque sorte. Et notre objectif, c'était d'essayer de développer le plus rapidement possible une bonne communauté sur le jeu. Et on s'est tout de suite orienté sur là où nos concurrents ne pouvaient pas nous suivre, c'est-à-dire la vidéo. Parce qu'on connaissait nos concurrents, les autres fansites sur le sujet, parce que c'est des gens qu'on connaît suite à nos anciennes activités. Et du coup, on s'est concentré là-dessus. Et ce qui a vraiment fait la différence, nous, en gros, alors pour donner des chiffres, on est parti vraiment de zéro autour du 18 décembre. Et actuellement, donc on enregistre aujourd'hui, on est le 12 mai, lors d'enregistrement. On arrive presque aux 5000 abonnés. On a des vidéos qui ont fait 40 000 vues. Donc ça a vraiment bien fonctionné. Et moi, ça fait peut-être 8 ans que j'essaie de faire décoller des chaînes YouTube, quoi. Et ça fait 8 ans que je galère à rester, à stagner, en dessous de 600 abonnés, à faire 10 vues par vidéo, etc. Alors que j'essaie de me donner à fond et que j'essaie vraiment de développer une expertise là-dessus. Je sais très bien fidéliser, mais en acquisition, j'étais très très mauvais. Et là-dessus, une des choses qui a marché pour nous, c'est vraiment cette régularité. C'est-à-dire qu'en gros, on est plusieurs à bosser sur le projet. Et ça fait plusieurs mois maintenant. J'ai une collègue, je sais qu'elle travaille toute la journée sur le site les mercredis. Et on sait qu'il faut qu'elle ait une vidéo à monter ce jour-là. Et donc, ça veut dire que toutes les semaines, on doit se forcer à faire un tournage sur un des sujets autour du jeu et lui envoyer la vidéo pour le mercredi pour qu'on puisse ensuite la publier. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place qui est régulier et qui fait que du coup, derrière, on a des résultats parce que la chaîne, elle fonctionne, ça tourne et on peut développer de nouveaux projets. Et aujourd'hui, on a la première communauté française sur ce jeu-là grâce à ça. Chapeau. Et ça a été finalement, en fait, avec le recul, ça m'a presque paru facile en fait. Alors que d'habitude, j'en ai vraiment beaucoup galéré dans les précédents projets que j'ai faits. Et en fait, le fait de le faire ça de manière régulière, au final, le temps passe et vous avancez vraiment, quoi. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, c'est pas que la régularité, parce que je me rappelle, en 2012, j'avais lancé ma chaîne de jeux vidéo et je sortais 2 vidéos par jour. Ah ouais, énervé le mec. Ah ouais, vraiment. Et c'était l'année du bac et tout, mais j'étais vraiment à fond, quoi, tu vois. Vraiment, je sortais énormément de contenu et après, je me suis mis à faire aussi du live en plus et je faisais des émissions en live tous les soirs. J'ai fait ça pendant plusieurs mois et c'est pas ce qui m'a fait décoller, tu vois. Donc, il y a aussi la façon dont tu vas le promouvoir, la façon dont tu vas faire du bon contenu, meilleur contenu que les autres, c'est de te différencier ou autre. Évidemment, ça, c'est très important. Mais en fait, aujourd'hui, je suis presque tombé dans l'inverse. C'est-à-dire que je vais réfléchir à comment faire du contenu différent par rapport aux autres, si c'est de faire quelque chose de plus intéressant, mais je vais avoir moins de régularité. Et finalement, c'est ça qui me tue dans l'autre sens, quoi. Et donc, il y a vraiment ce mix à avoir là-dessus. Et ça, je pense qu'on peut le faire qu'avec du système là-dessus. Parce qu'en plus, on s'améliore d'après dans la création du contenu qu'on fait. Plus on en fait, plus on s'améliore, plus on trouve aussi ce qu'on appelle les fameux signes noirs. Tu vois, c'est ceux que les contenus qui vont marcher alors que tu t'attendais pas à ce que ça marche à ce point-là. Typiquement, sur cette chaîne, sur le jeu Hytale, on a réussi à avoir l'interview d'un développeur. Il faut savoir que le jeu n'est pas encore sorti. On a eu l'interview d'un développeur et on s'est dit c'est vraiment le scoop presque. En France, personne ne l'avait interviewé encore. On avait un super décor, c'était chouette. C'était Élysée, c'est ça ? Oui, c'est ça, Élysée. Peut-être qu'on pourrait inviter, ça pourrait être intéressant un jour. Et du coup, alors, t'es content, la vidéo a fait 2000 vues, on est passé de 200 à 400 abonnés et puis terminé. Et puis du jour au lendemain, on a eu un gain d'abonnés incroyable et un gain de vues aussi incroyable. Et on pensait que quelqu'un avait parlé de nous. Et en fait, non. On a regardé partout. On s'est dit, quelqu'un a forcément parlé de nous, nous a recommandé ou autre. Et en fait, personne. Et YouTube s'est mis à nous recommander. Et il n'a pas recommandé la vidéo du développeur. Il a recommandé une vidéo qu'on a faite avant où on débattait sur le business model du jeu. Est-ce que le jeu allait être gratuit ou payant ? Et cette vidéo-là a fait 40 000 vues. Et c'est totalement une vidéo, on ne s'attendait pas que ça marche autant, quoi. Donc voilà un peu pour les choses. Et ça, on a pu le découvrir parce qu'on a fait des vidéos régulièrement, on s'est creusé la tête. Et ça a été possible qu'avec la mise en place de ce type de système-là, quoi. Donc c'est quelque chose d'assez simple, on ne réinvente pas la roue. Mais finalement, comme quoi, c'est des choses qui peuvent marcher, quoi. Absolument, c'est clair.
Bon, on arrive sur la fin de cet épisode, Seb. Yes, et ben parfait. Bon, je pense qu'on a bien développé ce point-là. On va passer au truc de la semaine, mais avant tout, on va vous faire une petit appel à l'action. Si vous pouvez, du coup, nous laisser une évaluation à 5 étoiles sur iTunes si cet épisode vous a plu, c'est la meilleure façon de nous soutenir, de nous aider à continuer. Et voilà, donc n'hésitez pas également. Allez, on met 5 étoiles, les gars. Parfait, allez, on y va tous. Allez, on passe au truc de la semaine. Alors, bon, le nom est pourri, hein, mais tu penses quoi? Non? Bon, pour l'instant, on va le garder comme ça, on Ouais. verra. Mais en tout cas, c'est notre rubrique de fin d'épisode. On s'est dit avec Seb, pour parler de quelque chose d'un peu différent, le truc de la semaine, justement. Vous C'est allez ça. découvrir ce que c'est. Bah, en fait, vu qu'on n'a pas réussi à se décider sur de quoi on allait parler spécifiquement, on s'est dit, chacun balancera quelque chose qu'il a en tête, et puis c'est parti. Donc Wesley, quel est ton truc de la semaine? Alors, mon truc de la semaine, c'était pas tout à fait de la semaine, c'était il y a quelques semaines en arrière, mais je vais en parler parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis en train de m'installer à Lisbonne. Là, en ce moment, je vis entre Lisbonne et Lyon. Enfin, là, on est à Lyon, mais j'étais à Lisbonne il y a quelques semaines et j'ai participé à un foot. Donc, voilà, match de football, je m'inscris, je joue. Et là, vers la fin de mon match, je vois les équipes qui se préparaient pour le match suivant sur la touche. Et je reconnais une tête. Je me dis, mais ça m'est familier, ce mec, je l'ai déjà vu quelque part. Et en y réfléchissant à 2 fois, boum, ça a fait tilt dans mon cerveau. C'était un mec de YouTube, un YouTuber que j'avais... Un mec de YouTube, tu dis un YouTuber ou un gars qui bosse à YouTube? Ouais, non, c'était un... Ah, Alors, je sais même pas si c'est des YouTubers, mais c'est un blogueur voyage. ouais. Et je m'étais abonné à sa chaîne YouTube. J'ai pas regardé beaucoup de contenu de sa part, mais il était là en chair et en os. Il a quand même, à l'heure où on enregistre ce podcast, 75 000 abonnés sur YouTube et 200 000 sur Insta. Et il s'appelle Bruno Maltor. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé lui parler. Donc je dis, Bruno Maltor. Et il me dit, ouais. Je dis, tu peux deviner d'où on se connaît ou pas? On s'est jamais vu. Hein. Il me dit, je sais pas, des réseaux. Je fais, ouais, c'est ça, je te suis sur YouTube et Insta. Et finalement, je suis resté un match de plus pour être dans son équipe et parler avec Et alors, lui. il joue bien? Il est meilleur sur YouTube. Je plaisante. Non, mais il est excellent sur YouTube, donc forcément. Non, c'était cool. On a bien joué, il se débrouille. Et voilà, c'est la petite anecdote de la semaine. On peut croiser finalement des, entre guillemets, personnalités à côté de chez soi en jouant au foot. Partout dans le monde. Mais moi, j'avais croisé, quand on est allé faire ce documentaire en Islande, j'avais croisé un gars de ma ville natale. Tu te rappelles, le premier jour? C'était assez ouf. Ouais. C'est incroyable. Genre, tu pars au bout du monde et la première personne que tu croises, autre que les gens avec qui t'es parti, c'est quelqu'un de ta ville natale. Ouais, le mec était à côté de toi à la maternité, quoi. Pas tout à fait, mais presque. C'était presque ça, quoi. Ouais. Et toi, alors, Seb, ton anecdote ou ton truc de la semaine? Moi, je suis allé voir en avant-première Détective Pikachu. Incroyable. Est-ce que tu es familier avec l'univers de Pokémon? Quand j'étais plus jeune, j'avais pas trop les cartes, mais je regardais les épisodes. Ah, voilà. Est-ce que tu les as regardés maintenant? Parce que c'est terrible. Moi, j'avais un super souvenir de Pokémon, tu vois. Puis, c'est comme tout. En fait, tu sais, c'est sur Netflix, tu peux les retrouver la saison 1. Et puis, tu lances les premiers épisodes, tu fais ah, c'était mieux dans ma tête. Ça, voilà. Ouais. Mais du coup, ils ont sorti donc, ce film Détective Pikachu. D'ailleurs, il y a eu une énorme promo. Il y a eu tous les influenceurs à Paris qui ont eu des invitations. On avait des Pikachu géants et tout ça en peluche. Et je pensais qu'il y en aurait à Lyon et il n'y en avait pas. Donc, j'étais quand même très triste. Mais bon, le film était vraiment cool. Ce que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, même si t'es pas fan de l'univers de Pokémon, je pense que ça peut te plaire. En fait, c'est un film qui est vraiment adapté pour tout le monde. Je pense qu'il va vraiment bien marcher. Et tu sais, il y a toujours cette appréhension quand t'as des films sur des licences pareilles. Tu vois, Pokémon, c'est vraiment... je pense qu'on se rend pas forcément compte, peut-être quand on est en dehors un peu des fans, entre guillemets, de Pokémon, mais c'est gigantesque, quoi. C'est vraiment Pokémon Company, c'est gigantesque, ça a tous des générations, plusieurs générations en même temps, quoi. T'as vu Pokémon Go, l'effet Pokémon Go qu'il y a eu en 2016, où t'avais plein de gens dans les parcs ou autres qui étaient des fans de la première heure et pas des gens qui jouent encore au Pokémon, tu vois. C'est vraiment des gens qui ont aimé, peut-être comme toi, qui ont suivi ça au début. Donc ça montre un peu la puissance de Pokémon Company. Et ils ont vraiment pris des risques finalement ces dernières années, puisque avant ils sortaient plein de jeux qui se ressemblaient un peu quand même, il faut dire. Et là, t'as eu Pokémon Go, t'as eu un film.
voilà. Et le film, c'était un peu le truc, ça peut vite être casse-dent. Il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus, il y a eu le trailer sur Sonic. Je sais pas si tu l'as vu, mais Sonic est juste dégueulasse. Et quand ils ont montré le trailer, il y a une levée de bouclier horrible en mode vous pouvez pas faire ça, quoi. Genre vraiment, vous pouviez pas faire pire. Et Pokémon, il y avait un peu cette peur là parce que bon voilà, ça peut vite être souillé. Et au final, le film est vraiment bien fait techniquement. Les Pokémon sont super bien réalisés. Et c'était pas facile parce que c'est quand même un manga à la base. Et les retransmettre en 3D de manière un peu réaliste, c'était pas forcément évident. Et ils sont vraiment super bien faits, ils sont très attachants, très bien faits. J'ai adoré aussi, alors c'est mon côté un peu vidéaste, un peu bizarre, mais j'ai beaucoup adoré l'éclairage des différentes scènes, tout ça, comme c'est fait. Il y a vraiment un côté sympa. Mais quel geek. Voilà. Non, mais je sais pas, Je plaisante. j'ai vraiment bien aimé Détective Pikachu. C'est assez marrant, c'est sympa. c'est cool. Donc, si vous voulez passer un bon moment, c'est pas le film, tu vois, de l'année, mais il est quand même plutôt sympa. Donc voilà, c'était ma recommandation de la semaine. Combien d'étoiles tu mettrais? Ouais, moi je suis biaisé, tu vois. Ouais. C'est Pokémon, donc t'as Pokémon, moi genre je suis la personne qui achète les consoles exprès pour ce jeu-là, quoi. Tu vois, genre Pokémon, il y a un Pokémon qui est sorti au mois de novembre, j'ai claqué 400 balles pour acheter la console collector et tout, quoi. Tu vois, donc j'en suis là, quoi. Donc je pense pas que ma note ait un réel intérêt et soit très objective.